Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau temps fort de l'Agora Live Expérience Client. Nous sommes partis pour 30 minutes en compagnie de Laurent pour parler organisation et politique orientées toutes deux vers le client pour favoriser l'émergence d'une culture commune. Donc pour ce rétex, nous avons à ma gauche Laurent Trojani, directeur de l'expérience client et collaborateur. Bonjour Geoffroy. Ça va vraiment être le vif du sujet, l'appellation dit tout dans votre fonction. Bonjour. Et à ma droite, Laurent Garnier, cofondateur de KPM. Bonjour Laurent. Bonjour Geoffroy. Alors pour commencer ce retour d'expérience, on va d'abord commencer par présenter vos entreprises respectives. Peut-être commencer par Ikera pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Ikera, en quelques mots, c'est le leader français de tout ce qui est gestion et acquisition de créances, donc plus communément appelé recouvrement. C'est 2300 collaborateurs sur 13 sites dans le monde, au service de la gestion du poste client et qui, au quotidien, traite finalement des appels pour gérer les litiges autour de l'impayé. D'accord. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on travaille avec de très grands donneurs d'ordre. On a plusieurs centaines de clients, essentiellement des grands groupes, des énergéticiens, des entreprises dans les télécoms, des banques, des assurances, enfin, des très grands groupes qui nous confient finalement leur bien le plus précieux, leurs clients. Oui. Et l'encours, et puis le risque. Et l'encours, et le risque, et justement le traitement de ce moment clé sur le parcours client qui est le traitement d'un impayé. Très bien. Laurent, cofondateur de KPAM. KPM, donc on est une entreprise plus petite, spécialisée dans la modélisation des parcours clients et des parcours collaborateurs à partir des verbatim, c'est notre spécialité, et notamment dans la mise en miroir de ces deux expériences, qui est un peu le sujet du jour aussi. C'est comment est-ce qu'on met en miroir expérience client, expérience collaborateur. On a une expertise assez importante dans ce domaine-là, puisque ça fait maintenant 4-5 ans qu'on fait ce genre de démarche. Voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui aussi. Merci Laurent. Je me retourne vers Laurent Trojani. On va d'abord donner quelques éléments de contexte. Pourquoi ça a été nécessaire de mettre en place une culture commune chez Ikera ? Alors, cette volonté d'avoir une culture commune, elle a été initiée il y a maintenant 3 ou 4 ans par nos dirigeants. Alors, il y a 2 éléments clés qui ont déclenché cette volonté d'avoir une culture commune. La première, c'est de transformer notre métier et aller vers une notion de recouvrement responsable. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière cette notion de recouvrement responsable ? C'est que finalement, on s'est aperçu qu'on avait la volonté de pouvoir trouver des solutions et accompagner les personnes qu'on avait au bout du fil plutôt que simplement aller récupérer une créance. Donc ça, c'était une première volonté, une volonté, j'ai envie de dire, éthique et responsable au sens sociétal, responsabilité sociétale. Et puis, une volonté très orientée business, puisque c'est nos clients donneurs d'ordre qui, progressivement, nous ont dit on ne va pas se contenter de faire appel à vos services uniquement pour grâce à votre cœur de métier et à vos compétences, mais également apporter quelque chose de nouveau, nous apporter un éclairage nouveau sur éventuellement des dysfonctionnements qu'il peut y avoir chez nous, et justement apporter cette notion de prendre soin de leurs clients à un moment clé du parcours. Donc c'est ces 2 éléments clés qui ont déclenché cette volonté d'avoir cette culture commune. Et on va dire qu'on a vécu 3 moments qui ont été des facteurs accélérateurs et qui nous ont confortés dans cette culture. D'abord, on a vécu un peu comme dans le milieu des télécoms, parce que moi je viens des télécoms juste avant, une sorte de consolidation du marché sur ce secteur d'activité. Donc Ikera, c'est la fusion et la consolidation de plusieurs acteurs, donc 2 acteurs majeurs qui ont fusionné il y a quelques années. Et donc, qui dit fusion, dit obligatoirement des approches et des volontés différentes et des compétences différentes qui s'associent, mais également une vision différente. Donc, il fallait vraiment avoir cette vision et cette culture commune pour aller vers un objectif commun. Deuxième aspect, c'est ce qu'on a traversé l'année dernière, c'est cette crise qu'on a tous traversée et qu'on a tous subie. Qui dit crise dit adaptation, adaptation dit transformation, et transformation, il faut absolument qu'on aille tous dans le même sens pour que l'efficacité et l'efficience que nous demandent nos clients soient au rendez-vous. Et puis, troisième point qui nous a confortés dans cette stratégie, finalement, c'est la vision future, ce qui nous attend. Demain, malheureusement, j'ai envie de dire, cette crise, elle va être toujours présente. Nous, on est au cœur, finalement, d'un point d'équilibre entre les défaillances potentielles d'entreprises qui vont faire appel à nous pour aller récupérer, finalement, de la trésorerie, mais également des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations, potentiellement situations de fragilité, sur lesquelles on va devoir avoir une attention particulière. Et c'est là où je trouve, moi, c'est particulièrement intéressant, cette idée de créer une culture commune pour eux, pour Ikera, est une vraie nécessité, parce que, effectivement,
cette consolidation de différentes entreprises avec des cultures différentes, différentes façons de faire du recouvrement. Et je pense que tout leur enjeu, et on n'oublie pas, enfin Laurent peut pas le dire, mais le recouvrement, c'est pas le métier a priori enfin c'est pas toujours très drôle de faire du recouvrement parce qu'on se retrouve parfois c'est délicat, compliqué, c'est délicat. Bon. Et je pense que l'émergence de cette culture commune, c'est une idée très simple, c'est de se dire que comment je fais comprendre à mes collaborateurs que faire du recouvrement chez Ikera, c'est plus intéressant que faire du recouvrement dans la société dans laquelle j'étais avant. Et je pense que c'est cette consolidation qui crée ce socle commun et qui crée cette aspiration vers quelque chose de mieux, un recouvrement plus éthique, plus valorisant, plus intéressant. Les collaborateurs parlent d'une dimension psychologique qu'ils n'avaient pas avant, enfin, donc on développe leurs soft skills chez Ikera, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on crée une culture commune qui émerge et qui va vers le haut. Refondre l'organisation pour finalement fonctionner par mission, c'est une chose que vous avez beaucoup observée ou c'est assez inédit aujourd'hui? Moi, je trouve ça assez inédit. Enfin, je trouve que la démarche d'Ikera, globalement, est très innovante. Enfin, on va en reparler parce qu'on va parler de structure et tout ça. Et je pense que ce qu'ils sont en train de mettre en place est assez étonnant. Et notamment, je vous dis, sur un marché qui n'est pas facile pour les collaborateurs, qui n'est pas facile dans la relation qu'on a avec... les donneurs d'ordre, c'est une chose, mais les débiteurs, qui sont les gens auxquels on est confrontés tous les jours, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Et ben, je trouve que il y a Ikera qui fait ça très bien. Cofidis, si je peux me permettre aussi, dans le monde du crédit à la consommation, fait ça aussi très bien. Et je trouve qu'il y a des entreprises très innovantes dans ces domaines-là, qui sont des domaines pas faciles, dans lesquels il se passe des choses particulièrement intéressantes. Et Ikera, vraiment, c'est je trouve un modèle dans le genre. Oui, d'autant qu'en termes de culture et de marque employeur, c'est vrai que c'est un métier sur lequel j'en ai qui n'est pas valorisé. Exactement. Qui est très peu valorisé. Avant de se pencher sur le côté organisationnel, qui a joué le rôle de détonateur chez vous? Qui a porté cette envie de culture commune? Alors, je pense que je vais avoir une réponse très simple. Déjà, je pense qu'il faut avoir une volonté au niveau du top management et il faut qu'on ait des dirigeants qui soient déjà humainement envie d'aller sur ce terrain-là et qui ne veulent pas se contenter uniquement d'avoir un vrai business et de se dire on va se focaliser sur le business. Je pense qu'il faut, donc, pour répondre clairement à la question, c'est nos dirigeants qui ont souhaité transformer la vision de leur entreprise. Donc, notre président de l'époque a souhaité, je crois que c'est d'un point de vue humain, il le ressentait profondément au fond de lui-même. Donc, il s'est dit, voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer. Quand on est en contact avec des centaines de milliers de personnes toute l'année qui potentiellement ont un défaut de paiement, alors non pas parce qu'ils ont la volonté de ne pas vouloir payer, mais ils sont en défaut, simplement. Ouais. Simplement en défaut. Je pense qu'à un moment donné, on peut se dire, on a un rôle à jouer à ce moment-là, on peut avoir un rôle sociétal, on peut éventuellement accompagner ces personnes plutôt que uniquement de se contenter d'aller récupérer une dette. Donc voilà, il y a vraiment eu un vrai sponsorship de sa part. Et puis, malgré tout, quand on a nos clients qui viennent nous voir, nos grands donneurs d'ordre, en lui disant il serait bien d'aller sur ce terrain-là parce que nous, on y est allé, on a des programmes d'expérience client et on est dans cette continuité. Nous, on devait s'inscrire dans la continuité stratégique, finalement, de leur stratégie. Donc, il y a une obligation business et une volonté morale humaine, j'ai envie de dire, qu'il y avait chez nous. Très bien. On va parler de direction maintenant commune, collaborateurs et clients. En quoi cela consiste concrètement, Laurent Trogiani? Alors, justement, pour mettre en place cette volonté de mettre une culture commune, je pense déjà que l'organisation, elle a un rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'elle doit être comprise en interne et en externe, et que la stratégie, elle doit être portée par une organisation. Je pense que c'est vraiment le socle qu'il faut absolument mettre en place. Donc chez nous, déjà, on a essayé de simplifier l'organisation générale. L'organisation générale, chez nous, il y a 2 business units, puisqu'on a 2 segments de marché très forts, les grands comptes et les banques et les assurances. Donc ça, au moins, c'est très clair au niveau commercial. Et puis après, si je devais le résumer très simplement, on a des directions qui s'occupent des hommes, des chiffres, du réglementaire et des outils. Voilà. Au moins, c'est clair, c'est simple, tous les collaborateurs le comprennent. Ça va aussi dans la logique de l'expérience. On doit avoir des choses qui sont simples et faciles à comprendre. Et au sein de cette organisation, on a une direction de l'humain, qui s'appelle la direction talent et engagement, où on a regroupé toutes les fonctions qui sont de près ou de loin, qui touchent à l'humain, que ce soit l'humain côté client ou côté collaborateur. Donc on a toutes les fonctions, donc cette direction talent et engagement regroupe toutes les fonctions RH, les fonctions communication, les fonctions de services généraux, parce qu'on a vu avec la crise Covid finalement que les services généraux ont un rôle prépondérant sur les locaux, sur le travail à distance, etc. Et puis tout ce qui est développement, fonction RH et la formation.
Et donc, moi, au sein de cette organisation, il y a aussi la partie expérience, et on a regroupé l'expérience client et collaborateur, parce que dans une transformation culturelle qu'on a nommée philosophie CARE, QER, c'est notre CARE à nous, c'est notre propre CARE à nous, on s'est dit que c'était indissociable de ne pas pouvoir porter et d'avoir une neutralité dans le discours et dans l'approche expérience client et collaborateur. Donc, il fallait avoir une personne qui soit suffisamment neutre pour arriver à porter ces deux programmes et que ce soit diffusé au maximum dans l'entreprise. Très bien. Et cette structure-là, elle est quand même assez étonnante parce qu'il y a peu d'entreprises en France, et Dieu sait si je peux en voir, moi, qui ont sous un même toit à la fois l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je pense que s'il y a 5 voire 10 entreprises en France qui ont cette direction commune sous un même toit, c'est bien le maximum. Donc c'est aussi ça qui participe du côté un peu innovant du projet d'Ikera. Et c'est un projet on comprend bien tout l'intérêt d'avoir ça. Plus moi je travaille sur l'expérience client, plus je me rends compte que bien comprendre l'expérience des collaborateurs est capital pour piloter l'expérience client. Enfin, je veux dire, ce pont permanent qu'il doit y avoir entre ce qu'on propose aux collaborateurs et comment est-ce que je renforce l'expérience collaborateur pour renforcer l'expérience client, c'est un pont qui est évident. Donc avoir ça sous un même toit, ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment... L'air du temps est vraiment là. J'ai une question pour vous deux. Oui. Comment s'alimentent les deux programmes si vous avez des exemples concrets, ça fonctionne comment? Alors, moi j'ai un exemple très concret. Lorsqu'on parle programme d'expérience client ou collaborateur, généralement, c'est des directions différentes qui portent ces deux programmes. Alors je vais aller dans la caricature, expérience client, c'est côté relations clients, voire marketing. Expérience collaborateur, c'est côté RH. On arrive toujours à des plans d'action qui sont souvent assez étanches. Là, chez nous, finalement, ces deux programmes, ils se rejoignent, ils se recoupent. Si je prends un exemple concret sur la formation, on peut avoir finalement des retours liés à nos enquêtes qu'on va avoir vis-à-vis de nos clients en situation d'impayé, qui vont exprimer un certain nombre de facteurs, typiquement, j'ai pas été suffisamment à l'écoute, on m'a pas compris, etc., etc., etc. On va décliner, on va en déduire finalement un plan d'action de formation, d'amélioration sur l'écoute pour nos collaborateurs. Et puis en parallèle, on va avoir des nouveaux collaborateurs qui vont arriver dans une phase d'onboarding, et puis on va décliner un programme de formation, et les collaborateurs vont nous dire « Ah, les formations ne sont pas adéquates ». Et on va se retrouver avec 2 plans d'action, et finalement, une équipe formation qui va se retrouver à adresser 2 fois le même sujet. Aujourd'hui, on rationalise tout ça. On a 2 plans d'action qui se regroupent, qui se recoupent. Les équipes côté client sont au courant des problématiques des collaborateurs et les collaborateurs sont au courant de ce que pensent et de ce qu'ils renvoient auprès des clients. Et tout ça, c'est diffusé auprès d'ambassadeurs. On a des ambassadeurs qui portent finalement ces 2 plans d'action et qui les réconcilient. Et lorsqu'ils en parlent sur l'ensemble des sites, qui dit culture, dit diffusion sur tous les sites, c'est irradier le plus grand nombre. À ce moment-là, on ne parle pas soit d'expérience client ou de collaborateur, on parle des 2. Donc, on n'est pas sur un point de contact particulier à essayer d'identifier ce qu'on peut faire des 2 côtés. On est sur une vision un peu asynchrone des 2 programmes qu'on recoupe pour optimiser le plan d'action. Et c'est d'une efficacité redoutable parce que du coup, en termes de prise de décision, tout est très rapide. On comprend par exemple les situations d'impuissance dans lesquelles peuvent être les collaborateurs. Ça arrive chez Ikera, chez d'autres, mais où sont ces situations d'impuissance dans lesquelles ils sont démunis, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la marge de manœuvre pour satisfaire un client dans une situation qui n'avait même pas été souvent même identifiée par l'entreprise. C'est clé, et ça fait partie de ce genre de programme. Et c'est comme ça qu'on pilote cette fameuse symétrie des attentions chère à l'Académie du service, mais c'est comme ça que ça pilote et que ça avance, et c'est très efficace. Je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez améliorer votre expérience client, commencez par améliorer votre expérience collaborateur. C'est cette idée toute simple d'aider vos collaborateurs à mieux aider vos clients, c'est imparable. Comment on fait comprendre, Laurent, justement, que la voix du collaborateur a du poids? Alors, cette voix, je pense qu'on le vit tous aujourd'hui. On est un peu dans une société aujourd'hui un peu de défiance. On peut avoir de la défiance aussi vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il faut simplement donner de la confiance. Et donner de la confiance, ça passe par une seule chose, c'est des preuves concrètes. Donc aujourd'hui, on a un dispositif d'écoute collaborateur-client qui aujourd'hui est au service finalement de délivrer ces preuves. Et on a un véritable, alors moi j'appelle ça un cercle vertueux, c'est que finalement dans les dispositifs,
on écoute, on demande aux collaborateurs de s'exprimer. Ça, c'est un effort pour eux. On demande aux collaborateurs de se livrer, de dire ce qu'ils pensent de nous. Ensuite, on traite cette information, on l'analyse, et généralement, dans différents programmes, ça s'arrête là. Nous, on continue, on fait des promesses ensuite. On dit voilà, on vous a écouté, donc déjà on restitue, on communique. L'aspect d'avoir la communication au sein de cette direction de talent engagement est primordial. On communique, on restitue, on dit voilà ce que vous nous avez dit. Très rapidement, on n'attend pas des mois. Donc s'il y a cette notion d'immédiateté, je pense que la temporalité de cette organisation, elle est clé dans la réussite et du fait que le collaborateur a confiance. Entre le feedback, son analyse et puis votre restitution ou votre plan d'action, c'est combien de temps ? Alors, sur des enquêtes qu'on appelle Pulse, par exemple, Ouais. Frédéric Canvet a pu évoquer juste avant, il ne se passe pas un mois et demi entre le moment où on émet l'enquête et le moment où on le restitue au collaborateur. Donc, Et c'est de manière très transparente aussi, c'est-à-dire que chez Ikera, la force, c'est que comme on a un top management qui est engagé dans cette voie-là, on accepte d'écouter aussi ce qui ne va pas. Donc quand on restitue ce qui va et ce qui ne va pas. Et une fois qu'on a communiqué ça, ensuite on s'engage et on a notre dispositif d'écoute qu'on a mis en place depuis 1 an qui nous permet finalement de mesurer dans le temps est-ce que nos promesses ont été tenues. Donc on a un plan d'action, on l'active et on demande régulièrement aux collaborateurs est-ce que ça va mieux. Et donc ce cercle vertueux fait qu'à chaque fois qu'on les réinterroge, ils ont confiance et ils s'expriment de plus en plus. Et d'ailleurs, on a un exemple avec APM. On le voit parce que nous, on a mené une enquête pour Ikera il y a quelques mois. Taux de retour sur les collaborateurs, 70%. Vous imaginez, sans coup de fouet, sans harcèlement, sans machin, etc. Je veux dire, 70% spontanément, c'est quand même assez rare. Oui, un taux de défiance qui est quand même... Alors, déjà un taux de réponse qui monte de la confiance, et un intérêt et un appétit à répondre aux enquêtes internes, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où ça se passe beaucoup moins bien. Qualité des verbatims qu'on a récupérée stupéfiante, une qualité de verbatim, donc ça veut dire que quand ils s'expriment, ils ont vraiment des choses à dire, et ils sont en confiance pour le dire, et ils se disent ce qui va moins bien, mais ils le disent spontanément. Et puis, dans l'analyse qu'on a pu en faire, ce qui était étonnant, c'était de voir, et c'est je trouve un cas assez unique, c'est que les collaborateurs nous expliquaient qu'ils avaient totalement confiance dans l'écoute et l'attention qu'avait le haut management à leur endroit. C'était tellement incroyable, ils ont tellement confiance dans leur haut management qu'ils ont presque plus confiance dans leur haut management que dans leur N+1 en termes d'écoute. Ce qui n'arrive jamais dans les entreprises, c'est le N+1 qui est à l'écoute, qui est près du collaborateur, etc. Chez eux, c'est le contraire. Chez eux, c'est incroyable, mais le haut management arrive à faire ce tour de force d'avoir le sentiment d'écoute de ses collaborateurs supérieur à celui du N+1, ça n'arrive jamais. Donc c'est aussi ça, je trouve, la confiance qui s'est créée, et on voit bien qu'il y a quelque chose de très vertueux là-dedans. Vous anticipez ma prochaine question, justement, sur la question de confiance. Comment éviter un peu le syndrome de la boîte noire dans un poids lourd, ou sur des métiers où on est monitoré sans cesse, on cultive parfois de la défiance sans le vouloir, on met de l'écoute collaborateur en place. 70, donc ça veut dire qu'il y a 30 qui ne répondent pas. Est-ce que ces 30 sont résistants, et comment justement on communique sur la valeur perçue au-delà des plans d'action? Alors, c'est toujours le problème de se focaliser sur le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui, tout à fait, ouais. Nous on a plutôt tendance, et c'est un peu la philosophie générale finalement de ce qu'on a mis en place, que ce soit côté client ou côté collaborateur, c'est qu'on a toujours tendance à regarder le verre à moitié plein et à le valoriser. Parce que c'est par l'exemple du verre à moitié plein qu'on va embarquer ceux qui sont dans le verre à moitié vide. Oui. Donc, inciter à répondre, c'est une chose, mais montrer que finalement, on parlait du poids de la voix des collaborateurs chez nous, c'est par délivrer des vraies preuves concrètes qui font qu'on incitera les autres à répondre. Je donne un exemple. Lorsque, pendant la crise, on nous parle finalement d'accompagnement vis-à-vis du télétravail, par exemple, qui est un sujet bateau, où beaucoup d'entreprises ont fait beaucoup de choses autour du télétravail. Nous, quand on met en place une charte de télétravail, parce que les collaborateurs nous disent, voilà, c'est important pour nous, on leur demande combien de jours ils veulent, c'est quoi les dispositifs d'accompagnement, qu'est-ce qu'ils souhaitent, etc. Et quand on sort notre politique de télétravail qui vient de sortir il y a quelques mois, en anticipation de la sortie de crise, on a un dispositif qui est totalement en accord avec leurs attentes. Alors bien sûr, on doit concilier les contraintes économiques, etc. Mais le nombre de jours correspond à leurs attentes. On a une contribution économique journalière en fonction du nombre de jours de télétravail. On contribue également à hauteur de 150 € maximum sur l'équipement à la maison, quel qu'il soit. On n'impose pas un équipement, mais pour le confort de nos collaborateurs. Ça, derrière, c'est des vrais éléments de preuve qui incitent le fait que lorsqu'on dit quelque chose, on est écouté et l'entreprise agit.
Et derrière, moi je crois beaucoup à l'incitation finalement plutôt qu'à imposer, à essayer de comprendre et à se focaliser sur ceux qui ne répondent pas, mais plus à montrer par l'exemple que ceux qui parlent sont entendus et que l'entreprise agit derrière. Et c'est comme ça que finalement les collaborateurs font progresser l'expérience client. Oui. Mais c'est par voie de conséquence. Ouais. Là, Et je trouve ça très intéressant. Et si on pouvait voir le petit schéma qui montre ça, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est cette idée dont on parlait au début, cette nécessité de créer une culture commune, d'avoir un recouvrement c'est-à-dire un recouvrement plus éthique, plus valorisant, plus satisfaisant pour le collaborateur. Ça fait monter les collaborateurs en compétences. Et c'est là où finalement on amorce un cercle vertueux qui est très important pour Ekera. Parce que si mes collaborateurs montent en compétences, ils sont plus respectueux des débiteurs, ils sont efficaces, mais il y a une relation avec le débiteur qui est moins tendue, si bien qu'on a des débiteurs qui ne s'aliènent pas, je veux dire, Ekera ne contribue pas à aliéner le débiteur. La marque garde ses débiteurs, parce que pour une marque qui confie ses clients et le recouvrement, ce qu'elle veut, c'est retrouver l'argent, mais c'est surtout pas s'aliéner ses clients. Donc, si j'ai des collaborateurs plus compétents, eh ben, j'ai des débiteurs plus satisfaits et moins aliénés à l'entreprise. Si l'entreprise donneur d'ordre a ça, eh ben, forcément, c'est mieux pour elle. Comme les appels d'offres sont de plus en plus orientés vers cette capacité à manager et l'efficacité et en même temps le respect du débiteur, eh ben, c'est bon pour le business d'Ekera. Et on voit bien des collaborateurs plus compétents, des débiteurs moins aliénés, des donneurs d'ordre qui finalement protègent leur business comme ça, qui redonnent du business à Ekera parce que globalement il y a un savoir-faire qui se développe chez Ekera. Ekera se développe. Alors, Laurent en parlait, le contexte fait que certainement il y aura des circonstances et un marché qui va grandir sur le marché du recouvrement. Donc on va engager des nouveaux collaborateurs qu'il va falloir former, etc., etc. Et on voit bien tout le cercle vertueux qui est en train de se créer. Et c'est ça qui est en train de créer Ekera. Et c'est ça qui fait qu'on peut parler d'un impact social et sociétal. Mais ça, Laurent va en parler plus que moi. D'accord, justement. Laurent, vous anticipez la future question. Comment on concilie cette expérience collaborateur et l'expérience client dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai que, comme Laurent vient de le dire, ce cercle vertueux, pour nous, il est extrêmement important parce que on a des enjeux business, on est une entreprise, donc on ne va pas aller sur un terrain qui n'est pas nôtre, on veut continuer à faire croître l'entreprise. Donc cette crise, malheureusement, elle a une conséquence très négative vis-à-vis d'un point de vue sociétal. Donc, nous, on va devoir concilier finalement, et je l'ai dit en début d'intervention, on va devoir concilier finalement des défaillances potentielles d'entreprises qui peuvent arriver dans le futur, et puis en même temps, des citoyens ou des particuliers qui vont être dans des situations un peu compliquées. Donc on va devoir gérer cet aspect-là, ce qui fait que indirectement, ça va générer de la croissance pour nous. Donc de la croissance, ça veut dire finalement un surcroît d'activité, beaucoup de nouveaux collaborateurs, on va recruter beaucoup. Et tous ces nouveaux collaborateurs qui vont arriver, ils doivent absolument s'inscrire dans ce cercle vertueux que vient d'expliquer Laurent. C'est-à-dire que directement, ils doivent avoir cette culture qu'on va leur insuffler. Ils doivent s'inscrire dans ce cercle qui fait qu'au final, on doit toujours être performant, on doit toujours continuer à faire progresser l'entreprise, mais avoir cette méthode, c'est comme une recette de cuisine. On va nous demander la même chose, on va nous demander toujours d'avoir un très bon plat au final, mais de le faire différemment. Et le faire différemment, ce qu'on souhaite, nous aussi, c'est s'inscrire dans une démarche beaucoup plus responsable. Donc, les opportunités de contact qu'on va avoir avec des clients qui sont en défaillance, on est en train de réfléchir. Alors, c'est vrai qu'on aime bien toujours prendre la parole quand on a fait les choses. Donc là, c'est un peu difficile parce qu'on travaille beaucoup depuis 1 an pour anticiper ça, parce qu'on sait que ça va arriver. Et on travaille sur des programmes d'accompagnement. On apprend auprès de nos pairs, auprès d'associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement en situation de fragilité, pour être prêt et pour donner une autre dimension à notre entreprise, ne pas se contenter d'opérer tel qu'on le fait depuis des années, notre métier, mais aussi d'avoir cette dimension sociale, sociétale, et de pouvoir apporter une brique supplémentaire d'accompagnement, d'anticiper la récidive, etc. D'accord. Quand vous parlez d'accompagnement ou de conseil, est-ce que c'est mêler technologie avec tout ce qui est le côté prédictif de l'IA, ou c'est davantage apporter du service auprès du client qui va se mettre potentiellement en risque? Alors, il y a un côté très immédiat, et là, ce dont vous parlez sur l'IA,
On est déjà sur l'étape d'après. Alors D'accord. ça, c'est en gestation chez nous, mais bien sûr, on a le sujet bien en tête. L'objectif, c'est de pouvoir aussi également apporter du conseil dans l'anticipation, finalement, de la dette potentielle. Donc par la modélisation des données, on a des données qui sont extrêmement riches. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier d'utiliser à proprement parler l'IA, mais on sait très bien que les données dont on dispose nous permettront à terme de pouvoir anticiper potentiellement des situations de dette. Donc le prédictif et la prévention, ça fait aussi partie de notre vision stratégique. Bon, on va y aller progressivement parce que justement, quand on veut faire les choses, on les fait bien. Donc on va apprendre, on va les faire correctement. Mais là, pour l'instant, notre objectif, c'est immédiatement, de par l'urgence, traiter des situations et des cas très particuliers et valoriser au maximum le travail de nos collaborateurs. Le sujet, c'est l'expérience client collaborateur, comme l'a dit Laurent. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui sont fiers de faire ce qu'ils font parce que cette culture vers laquelle on va, justement, rend ce métier meilleur. Aujourd'hui, on n'a pas de produits et services à vendre au quotidien. Les centaines de milliers d'interactions qu'on a dans l'année, c'est avec des gens auxquels on n'a aucun produit à leur vendre. Donc pour nos collaborateurs, la seule source de satisfaction, et comme le dit notre directrice talent et engagement, quand elle avait fait le tour de l'entreprise, ce dont elle se souvient, c'est les collaborateurs qui racontent l'anecdote, le souvenir d'une personne qu'ils ont pu accompagner, d'une personne qu'ils ont pu sortir. Et c'est ça ce qui valorise les collaborateurs. C'est ça qui est remonté dans l'étude qu'on avait pu faire, à quel point, effectivement, les collaborateurs en tiraient une vraie fierté. Une fierté nouvelle, je dirais. C'est ça qui était intéressant. Et c'est vrai que dans certaines, pour avoir déjà fait des analyses dans le monde du recouvrement il y a quelques années, il y a des méthodes parfois qui sont pas extraordinaires. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans les verbatims des collaborateurs d'Ikera, c'est qu'il y a une fierté à faire du recouvrement différemment. Et de façon respectueuse. Et je vous dis, je vous parlais des soft skills qui sont développés. Ben, ils sont très fiers de ça, de développer une attention, une capacité à deviner psychologiquement à qui ils ont affaire en face, etc. Ce qui fait qu'ils adaptent le discours en fonction de ça. Enfin, voilà, c'est là-dessus qu'ils se sont beaucoup développés et ça les rend beaucoup plus heureux de faire. Ça rend le métier forcément plus intéressant et puis plus valorisant, bien évidemment. Donc une mission sociétale finalement qui est intégrée, qui valorise le collaborateur. La question qui me taraude là, c'est finalement, est-ce que c'est aussi cette dimension RSE, sociétale, est prise en compte avec vos clients finalement? Est-ce que ça devient une nouvelle attente de la part de vos clients? Oui, bien sûr. Alors, du coup, on parlait de logique d'organisation. C'est vrai que, moi, historiquement, j'avais l'habitude de traiter des programmes d'expérience client. Ce qui m'intéressait, et on se connaît depuis quelques années avec Laurent, justement, qui m'avait sensibilité sur le sujet. On voit que c'est indissociable, la partie collaborateur, mais on voit aussi maintenant, et j'ai la chance depuis peu là, de coordonner un peu ce qu'on appelle l'empreinte chez nous. L'empreinte, que ce soit sociétale ou environnementale, on voit que finalement tout ça a beaucoup de cohérence. Lorsqu'on travaille sur l'expérience client, on écoute finalement les attentes de nos clients, nos collaborateurs, mais écouter le monde qui nous entoure, c'est ce qui drive finalement tout ça, et c'est ce qui donne de la cohérence. Et on voit que tout est étroitement lié. Et encore une fois, je pense que c'est pas le fait de rassembler des activités, c'est le fait de donner de la cohérence à tout ça. C'est le fait de dire finalement, un collaborateur heureux va rendre un client heureux, mais en même temps, s'il y trouve une mission humaine forte, il va contribuer également à la dimension sociétale. Et aujourd'hui, c'est ce que commencent à nous demander nos donneurs d'ordre également. Ça, c'est partie intégrante du business aussi également. Aujourd'hui, on va nous demander de faire du recouvrement responsable, mais du recouvrement aussi qui ait cette dimension sociale. Donc il faut préparer. La performance extra-financière devient vraiment un levier dans les appels d'offres. Tout à fait. Et la gestion de l'impayé, c'est à l'évidence un moment de vérité dans l'expérience qu'une entreprise propose à ses clients. Donc, comment je gère cet impayé? Comment moi, l'entreprise, je fais en sorte que tout d'un coup, un client qui est là depuis 10 ans, qui a un moment difficile financier, passager, etc., je ne le mette pas 10 pieds sous terre. Comment je le fais se sentir quand même bien dans cette situation qui est difficile à vivre? C'est clé. Et ça fait partie des moments de vérité. Donc, bien gérer ce moment de vérité, c'est ce moment qui est confié à Ikera par pas mal d'entreprises, de façon à, effectivement, récupérer l'argent, bien évidemment, mais avec la manière, je dirais. Voilà. Exactement. Très bien. Ce sera le mot de la fin, Laurent Garnier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de KPAM. Absolument. Merci également, Laurent Trojani, d'avoir témoigné sur ce thème ô combien innovant. C'est la fin de cette session live. Je vous dis à tout de suite en compagnie de Marie Vercher, Deputy Head of Odigo Experience Services,
pour parler de l'évolution de son modèle opérationnel pour créer davantage de satisfaction client. À tout de suite.